Bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à cette deuxième journée de webinaire professionnel proposée par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureuses et heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. D'ici là, nous avons le plaisir d'introduire un webinaire intitulé « Les littératures de l'imaginaire entre les mondes d'hier et de demain » avec les éditions Scrinéo, et nous donnons tout de suite la parole à Lucie Mas et Floria Guilleneuf. Bonne rencontre à tous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le webinaire « Les littératures de l'imaginaire entre monde d'hier et d'aujourd'hui » avec Floriane Soulas, Aurélie Wallenstein et Betty Piccioli, autrices toutes les trois aux éditions Scrinéo. Cette rencontre, du coup, sera animée par Floria Guilleneuf, la responsable éditoriale des éditions Scrinéo, et par moi-même, Lucie, responsable promotion des éditions Scrinéo. Pour commencer, je vous propose de commencer par quelques petits mots sur la maison d'édition Scrinéo. Scrinéo, c'est une maison d'édition indépendante qui a été fondée par Jean-Paul Arif, qui est toujours le directeur aujourd'hui. Nous publions aussi la revue de culture générale L'Éléphant et son pendant pour les enfants 9-12 ans, qui s'appelle L'Éléphant Junior. Notre particularité, c'est que nous ne publions que des auteurs et autrices francophones. 100% de nos publications sont donc inédites et on ne publie absolument aucune traduction, ce qu'on a à cœur de défendre. On a 3 grands axes, les romans historiques, les romans contemporains et les romans imaginaires, dont on va parler aujourd'hui, bien sûr. On va des premières lectures, donc à partir de 6 ans jusqu'aux romans adultes, avec notamment la collection Scrinéo SF, qui est dirigée par Stéphanie Nico, dont le premier titre, Les Oubliés de Lama, est sorti en octobre 2021, écrit par Floriane Soulas, qui a d'ailleurs remporté le prix des Utopiales 2022 en octobre dernier. J'ai dit qu'on avait plusieurs cibles, mais notre cœur de cible, ça reste quand même les ados et les grands ados avec le Young Adult. Et la grande majeure partie de nos publications sont dans l'imaginaire, car historiquement, les premiers titres publiés par Scrinéo étaient des séries imaginaires telles que Léo Conteur de Patrick Maxper et Olivier Perru, qui avait gagné le prix des Incos à sa sortie. Le livre de Saskia de Marie Pavlenko ou encore Le Puits des mémoires de Gabriel Katz, La voix des oracles de Estelle Faye. Et quand on parle d'imaginaire chez Scrinéo, on parle d'imaginaire au sens large, c'est-à-dire qu'on publie autant du steampunk, par exemple avec De rouages et de sang de Adé Martel dernièrement, que de la dark fantasy avec Aurélie Luong, avec Quentin Lahorte par exemple, du space op avec la collection SF, ou encore du fantastique et de la fantasy. Donc voilà. Du coup, le thème du salon cette année du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, c'est Désir de monde, un sujet idéal pour introduire la littérature de l'imaginaire dans le monde de la littérature jeunesse. C'est une thématique qui permet de se questionner sur le monde actuel, mais aussi sur le monde passé, sur les mondes futurs, sur tous les mondes imaginaires qui sont issus des romans des auteurs et des autrices. Et du coup, ça va être un bon moyen de se questionner sur qu'est-ce que cette littérature, quels sont les genres de la littérature imaginaire, quelles sont les grandes thématiques, comment lire et pourquoi lire de la littérature imaginaire. Donc, avec nos 3 invités aujourd'hui, donc d'abord Floriane Soulas, qui a écrit 3 romans aux éditions Scrinéo. Tout d'abord un roman steampunk rouille, qui est là. Ensuite, Les Noces de la Renarde, qui est plutôt un roman fantastique sur la mythologie japonaise, comme ça. Et enfin, le dernier titre que vous voyez sur le côté, Les Oubliés de Lama, qui a été effectivement primé cette année, et qui est un roman space off. Voilà. J'espère que tu ne vas pas montrer tous les livres d'Aurélie parce que... Non, 3, ça va, on peut le faire. Et justement, on passe à Aurélie Wallenstein. Aurélie, on travaille ensemble depuis déjà plusieurs années puisque on en est à ton 8e et 9e roman avec
diptyque, hop, L'épée, la famine et la peste, dont le premier tome est sorti en septembre et le second sortira en février l'année prochaine, mais vous pourrez le retrouver déjà en avant-première sur le salon la semaine prochaine. Tous tes romans ont été adaptés en poche chez Pocket. Et dernièrement, tu t'es aussi lancé dans l'écriture de scénarios de BD, notamment avec La baleine blanche des mers mortes, qui était dans l'univers de ton roman Mers mortes chez nous. Et Betty Piccioli, qui est aussi parmi nous. Donc après AI, Amis imaginaires chez Castelmore et Panique à Gemelia chez Gulfstream Éditeur, qui avait d'ailleurs remporté le prix Jeunesse des Imaginales, tu nous as rejoint avec Chromatopia, qui est une dystopie où les castes sociales sont organisées selon les couleurs. Et nous, on suit un personnage qui, justement, va perdre la vision des couleurs et donc remettre en question un peu toute l'organisation. Et Robustia, ouh là là, hop, qui se passe dans le même univers. Et cette fois-ci, tu nous présentes une cité où la force guerrière va déterminer le rang social de chacun. C'est des romans où tu parles d'inégalité sociale, de politique, de la place de la femme et de plein d'autres sujets très actuels. Du coup, on va commencer nos premières questions. D'abord, comment on peut définir la littérature de l'imaginaire? Quels sont les genres les plus importants de cette littérature? Voilà. Est-ce que c'est possible de définir la littérature de l'imaginaire? Par qui on commence? Aurélie? Oui, bien sûr, si vous voulez. Pour présenter un peu les littératures de l'imaginaire, les 3 genres les plus connus, donc c'est le fantastique, la science-fiction et la fantasy. Il y a beaucoup de sous-genres, mais personnellement, je ne suis pas très fan de mettre les romans dans des cases. Et je trouve que justement, le terme de littérature de l'imaginaire est un terme très beau, très large, et qui reflète bien la réalité de ce que l'on fait. Un moyen simple pour savoir de quoi on parle entre science-fiction, fantastique ou fantasy, c'est la métaphore, enfin l'histoire du chat. Alors on n'en connaît plus l'auteur, hein, c'est une histoire que l'on se raconte pour définir ces genres, mais je ne sais pas qui l'a inventé à la base. Donc en fait, quand vous entrez dans une pièce et il y a un chat et que le chat vous parle, si le chat vous parle parce qu'il est pucé avec une puce bionique qui lui octroie la parole, c'est de la science-fiction. Si le chat vous parle et que vous trouvez ça tout à fait normal et qu'il y a un dragon qui passe derrière la fenêtre et que tout va bien, c'est de la fantaisie. Et si le chat vous parle et que vous bondissez de stupeur et d'effroi, parce que c'est pas du tout normal, on est dans le registre fantastique. Voilà, une manière simple de différencier les 3 genres. Excellent. Je ne connaissais pas du tout cette métaphore, c'est hyper drôle. Mais effectivement, ça permet de bien comprendre les trois genres, entre guillemets. Mais oui, bonne métaphore. Je ne sais pas comment on peut rebondir à ça, j'ai l'impression que tu as tout dit déjà, mais moi je pense que, en tout cas moi quand je pense à la littérature de l'imaginaire, je pense à des littératures qui vont me faire voyager dans des endroits où des concepts que j'aurais jamais pu explorer autrement, quoi. Et quand je repense à, je parle vite, je vais me calmer. Quand je repense à toutes mes lectures d'ados ou d'enfants, ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que je pouvais aller dans des endroits que j'aurais jamais pu connaître et les vivre comme si j'y étais, quoi. Donc pour moi, vraiment la littérature de l'imaginaire, c'est le voyage, quoi. En tout cas, moi, je le visualise vraiment comme ça. C'est vraiment rencontrer de nouveaux personnages, rencontrer des nouveaux lieux, découvrir des endroits qui vont me faire rêver parce que je ne peux pas aller les voir en vrai, quoi. Ouais, partir en voyage, plonger dans un imaginaire autre. Ouais. Betty, une autre Oui, c'est vrai définition peut-être? que j'ai quelque chose. Enfin, moi aussi, je le vois un peu comme ça. J'ai tendance à dire que les littératures de l'imaginaire, c'est quand on met un pied hors du réel, en fait. Donc, il y a cette idée d'avancer vers autre chose. Et pour moi, il y a aussi l'idée qu'il n'y a pas de limite, qu'on peut tout inventer, tout imaginer. Pour moi, les littératures de l'imaginaire, c'est là où tout est possible. J'aime bien citer en exemple l'univers de One Piece qui n'a aucune limite et où le monde est ultra extensible et où il peut arriver à peu près n'importe quoi. Bon, bien sûr, il y a des nuances en fonction de où on se place. Effectivement, quand on est dans du fantastique, on va peut-être être sur des choses plus réalistes avec quelques touches surnaturelles, etc.
Mais il y a vraiment cette idée-là dans les littératures de l'imaginaire de sortir de notre carcan réaliste et d'aller explorer de nouvelles choses grâce à ça. Et comme Aurélie, c'est vrai que j'ai du mal à, à mettre dans des cases les genres. C'est une problématique d'ailleurs qu'on a eue quand j'ai écrit Chromatopia et Robustia, parce que c'est pas vraiment de la fantaisie, c'est pas du fantastique. Voilà, il n'y a pas de magie, mais c'est quand même un monde inventé. Donc voilà, il y a autant de sous-genres qu'il y a de livres, j'ai l'impression. Plus on avance et plus les genres de l'imaginaire se développent. Et on a énormément de sous-catégories. Et c'est ça aussi qui fait la richesse des littératures de l'imaginaire. Et je pense, je rebondis à ce que tu dis, mais je pense en plus qu'on a passé hyper longtemps à faire des cases, genre à dire, voilà, il y a le steampunk, il y a la dystopie, tu vois, les trucs comme ça. Et de plus en plus, les auteurs et les autrices, on a tendance à faire genre, ah, mais en fait, je vais prendre de la dystopie et je vais le croiser avec de la fantasy et je vais faire des crossovers incroyables et tout. Et de plus en plus, ça, en fait, on a créé toutes ces cases et on est en train de complètement tout chambouler et ça refait d'autres cases et tout. Et donc, en fait, effectivement, c'est peut-être un peu réducteur d'utiliser, mais après, moi, je comprends que les lecteurs, quand il y a, comme tu dis, il y a tellement de choix, il y a tellement de possibles, que ça les aide peut-être aussi à trouver leur chemin dans tout ça et à aller vers d'autres livres, et peut-être qu'ils ont besoin de ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est plus enfin, tu vois, un truc qu'on se donne pour dire, voilà, je sais à peu près ce que je fais, alors qu'en fait, juste on fait un peu n'importe quoi, mais c'est cool quand même, quoi. Un peu en fonction des inspirations, quoi, aussi. Après, c'est vrai que nous, en tant qu'auditeurs, c'est plus facile de mettre un genre un peu plus général sur un roman, une série ou voilà, une duologie, puisque du coup, ça facilite aussi le lecteur pour venir voilà, choisir un roman. Mais de fait, il y a des romans qui sont plus compliqués à définir et plus compliqués à... Il y a tellement de, voilà, de genres mélangés différents, comme tu disais, que du coup, c'est vrai que ça peut être difficile à définir. Mais c'est ce qui fait tout le charme, effectivement, de la littérature de l'imaginaire. Floria, tu veux rebondir? Ah, mais oui, Oui, moi, mais je suis totalement d'accord aussi. justement, vous parliez de monde, de voyage, etc. Est-ce que, selon vous, la littérature de l'imaginaire, à travers toutes ces sociétés que vous imaginez, elle permet de se questionner sur le monde d'aujourd'hui, sur le monde de demain, sur le monde à construire, sur les mondes d'avant aussi, puisque finalement, c'est des sociétés que vous créez, des univers que vous créez et qui n'existent pas. Mais est-ce que, selon vous, ça aide aussi le lecteur à réfléchir et à se poser des questions sur le monde dans lequel il vit et le monde qu'il veut éviter d'avoir après, ou le monde qui, au contraire, il aimerait avoir. Je commence. En fait, oui, je trouve que c'est une littérature justement très efficace pour ça, très intéressante pour saisir le monde différemment. De montrer aussi les brèches d'un système à travers la fiction. C'est ça le pouvoir de la fiction et le pouvoir de l'imaginaire. À titre personnel, j'ai écrit ce qu'on appelle de la climate fiction, de la CLIFI, de la fiction climatique. Et justement, je trouve que pour penser le dérèglement climatique, on a besoin d'histoire. C'est-à-dire qu'on va dans mon roman Mer morte, je parle de l'océan et des animaux, qui est le peuple. Et en fait, on est... le massacre des poissons, c'est trop grand. On parle même en termes de tonnage, on ne parle pas en termes d'individus tués, on parle en termes de tonnage. C'est fou, quoi. On considère la mer comme un garde-manger, quoi. Et justement, à travers un roman, on va parler d'un individu animal, on va se mettre à travers les yeux d'un animal, on va remettre de l'empathie, on va mettre de l'émotion en faisant un personnage. C'est la citation connue que Staline avait repris, la mort d'un homme, c'est une tragédie, la mort d'un million, c'est une statistique. Donc, en faisant des histoires, on va toutes ces statistiques du dérèglement climatique, tous ces chiffres qui nous affolent un peu, mais qu'on a du mal à saisir, à travers un roman, on va le mettre en émotion, on va le mettre en personnage, on va le mettre en histoire. Et ça, je trouve que c'est fort, parce que ça peut induire du changement, ça peut induire du ressort, ça peut donner matière à penser. Et finalement, l'imaginaire, c'est aussi une forme d'action.
Donc voilà ce que je trouve intéressant à travers ces littératures de l'imaginaire qui vont parler du monde évidemment d'aujourd'hui, mais en faisant un pas de côté. Tu parles de... Ah bah Oh, vas-y. pardon, excuse-moi. Tu parles de Mère morte, qui est ton roman, effectivement, où tu parles de l'écologie, où tu parles un peu du désastre de la surpêche, etc., dans un univers complètement imaginaire. Est-ce que dans tes autres romans, tu as aussi voulu passer des messages sur la société et sur les mondes de demain? Parce que Mère morte, c'est effectivement le roman où c'est un peu le plus évident. Mais est-ce que dans tes autres romans, je pense par exemple à L'épée, la famine et la peste, ou encore d'autres, est-ce qu'il y a aussi des messages que tu as voulu faire passer à ce sujet-là Oui, l'épée, la famine et la peste, c'est plutôt un message de société. Parce que c'est vraiment un roman sur la relation des personnages et sur l'image qu'on se fait des gens et les étiquettes qu'on peut leur coller sur le dos des gens, en fait. Toutes ces idées, on va dire, ah bah lui, il est comme ça. Et en fait, cette étiquette qui va être prise comme un manteau et qui va épouser la peau de la personne et que finalement, elle va devenir comme ça parce que des gens lui ont collé cette étiquette. Donc, c'est quelque chose, évidemment, qui parle du monde d'aujourd'hui, mais à travers une histoire qui est complètement fantasy. Lauriane, je crois que tu voulais dire un mot du coup, excuse-moi. Oui, en fait, je voulais Merci, réagir à ce Aurélie. que Aurélie disait parce que, en fait, hier, je lisais un bouquin sur l'écriture et qui parlait de ça, de comment, en fait, amener le sujet au lecteur. Et il disait qu'en gros, que statistiquement, il y a eu des études qui ont prouvé que, par exemple, dans un cas de conflit armé, civil, les gens choisissaient leur camp, pas en fonction de qui était le bon ou le méchant, mais en fonction de qui était l'agresseur. Et notamment, il parlait des talibans en Afghanistan qui disaient qu'en fait, la population avait suivi les talibans parce qu'ils voyaient les Occidentaux leur bombarder tout leur pays constamment, et les talibans, pas tant que ça, en fait. Et du coup, l'oppression directe, elle venait de l'Occident, quoi. Donc la population avait suivi ce truc-là. Il disait, en fait, le propos, c'était de dire qu'en fait, dans le livre et dans le roman, pour faire passer des messages, on a besoin de personnages qui permettent d'identifier le lecteur, et ça passe par le sentiment et le ressenti. Et en fait, tu peux le faire que par le personnage, parce qu'effectivement, quand ça devient trop gros, ça devient des statistiques, et tu peux pas, comme on peut pas se dire j'ai gagné 1 milliard d'euros. En fait, on peut pas, c'est des chiffres qui sont tellement grands qu'on peut pas comprendre ça. C'est statistique, on connaît la statistique, mais on peut pas l'appréhender. Et ben, par exemple, dans le cas de conflits, que ce soit interpersonnel ou intrapersonnel, et ben, en fait, d'être dans le personnage, ça permet de guider le lecteur et de lui faire comprendre le sentiment et le concept derrière. Et du coup, je suis hyper d'accord avec ce que dit Aurélie. Je pense que le personnage, c'est la clé de l'histoire. Et ça peut devenir en fait un acte, alors pas forcément militant, mais en tout cas de réflexion, parce qu'il y a forcément aussi de nous dans nos personnages, donc on amène forcément des choses de nous. Et je trouve que c'est hyper important. Et je pense que c'est aussi hyper flagrant en science-fiction, où comme on est tellement loin, alors c'est pas une critique, mais parce que souvent, dans ce qui se fait en fantasy, ça reste ce qu'on appelle du médiéval fantasy, qu'on connaît bien, parce que c'est quand même un peu trop inspiré de notre soi-disant médiévalité à nous, quoi. Mais en SF, du coup, on a ce cran d'aller encore un pas plus loin. Vraiment, c'est tellement alien par rapport à nous, tellement différent, que du coup, la mise à distance, elle se fait particulièrement bien pour montrer que des choses qui nous paraissent hyper anodines, en fait, ne le sont pas du tout. Et ça me fait penser à une scène des Oubliés de Lama, qui est en fait une scène de sexisme ordinaire que l'héroïne vit dans son milieu. Et en fait, j'ai reçu énormément de messages de gens me disant « Ah mais oui, c'est ça que je vis au quotidien ». Et en fait, de la dépasser dans un contexte en disant « Bah voilà, en 2700, ça n'a toujours pas changé, c'est toujours comme ça ». Et ben ça nous choque de le voir encore là, dans ce contexte où on aurait pu se dire « Bah non, les choses auraient changé, c'est plus ça, c'est pas un sujet vraiment important ». Ben si, ça existe et on en parle, et j'en parle de cette manière-là. Voilà. Et justement, je rebondis parce que toi, tu as écrit Les Oubliés de Lama, qui est du space up. Tu as aussi écrit Rouille, qui est plutôt du steampunk, et Les Noces de la Renarde, qui est plutôt du fantastique. Est-ce que tu as vu une différence à l'écriture sur la façon dont tu voulais faire passer tes messages? Parce que tu parles justement que la SF permet une autre identification. Est-ce que... Eh ben, c'est compliqué parce que en fait, je tourne toujours autour des mêmes thèmes, qui est la famille, la place dans le monde et tout ça. Mais j'ai trouvé que, pour le coup, les noces étaient le plus difficile à écrire, parce que comme je voulais m'adresser à un public plus jeune, moi je trouve que c'est hyper difficile d'écrire pour les jeunes, mais bon. Comme je voulais m'adresser à un public plus jeune, mais en fait, je me suis sentie hyper consciente de l'impact de ce que je disais et de comment ça allait être reçu. Et en fait, moi je me suis dit, en fait, des enfants, ils n'ont pas le recul que nous, on peut avoir certaines choses. Ils n'ont pas la même subtilité que nous.
J'avais hyper peur qu'on comprenne mal certaines choses que je disais ou que ce soit mal interprété. Et tout, je me suis sentie plus une responsabilité dans les messages que je faisais passer avec ce livre-là qu'avec les autres. Ou, par exemple, dans l'Oda, qui est vraiment, enfin, Les Oubliés, qui est vraiment un livre adulte. En fait, j'ai fait confiance au lecteur pour lire entre les lignes quand je disais pas tout. Mais en fait, je pense que quand tu vas vers la jeunesse, tu peux pas trop te permettre ça. Enfin, tu peux te permettre des différents niveaux de lecture, mais il faut quand même que tous les niveaux de lecture soient suffisamment clairs. Et du coup, c'était un peu plus difficile, j'ai trouvé, de me mettre dans ces personnages-là, parce que je me sentais un peu cette responsabilité. Et toi, Betty, est-ce que du coup, quand tu t'écris, est-ce que tu réfléchis au fait que tu vas écrire pour un lectorat young adulte ou jeunesse, ou tu te dis que peu importe le lectorat, de toute façon, il y a des messages que tu veux faire passer ou des sujets que tu veux aborder ou que tu construis sans ton monde imaginaire, sans te poser cette question-là? Alors oui, la question du public est très importante. Et moi, j'écris à partir de 7-8 ans et jusqu'à adulte. Et on voit bien la différence, même quand on écrit pour un enfant de 8 ans ou un enfant de 12 ans, ça n'a rien à voir. Il y a des façons d'aborder les choses qui sont différentes. Il y a la question de l'implicite et de l'explicite qui est très importante parce que un enfant de 7-8 ans n'a pas du tout la même façon d'appréhender les choses et peut passer totalement à côté d'un message parce qu'il n'aura pas été assez explicite. Et en même temps, il faut mettre de l'implicite sur des choses un peu plus violentes pour éviter de trop choquer l'enfant. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, alors qu'effectivement, quand on écrit pour des adultes, on n'a pas besoin de les prendre en compte du tout. Donc là, en général, je me pose beaucoup moins de questions. En ce moment, j'écris beaucoup pour les ados à partir de 13-14. Donc là aussi, c'est un autre type de public et en fonction des problématiques et des sujets abordés, il y a vraiment effectivement ce poids de quel message je fais passer, de quelle façon je le fais passer et quelle est la réflexion que je vais amener avec ça. Donc ça, c'est assez important. Et ouais, moi, je fais vraiment partie des auteurs qui estiment que tout est politique. Donc tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit va avoir une potentielle répercussion sur le cerveau en pleine constitution de l'enfant ou de l'ado. Donc, c'est pour moi très important de faire ça, de faire ce travail-là en amont notamment. Et je rebondis sur la question de base, même si on s'en est bien éloigné. Il faut savoir que les genres de l'imaginaire, historiquement, ils étaient assez, complètement politiques. Je pense notamment au genre de l'utopie qui, à la base, a été créé. Donc, la première utopie, c'est Thomas More et c'est 1500 et quelques, 1516, je crois. Et en fait, le but, c'était de créer un monde parfait pour questionner les gens de son époque sur la société dans laquelle ils vivaient. Donc, transposer et créer totalement un nouveau monde pour montrer aux gens que celui dans lequel ils vivaient n'était pas du tout adapté ou pas parfait du tout. Donc, par exemple, sur l'utopie, il y a vraiment cette volonté politique dès le début de créer ça. Et moi, il y a un genre que je trouve super intéressant aussi, c'est celui de l'Uchronie, où on va en fait changer, modifier notre histoire pour voir ce que ça donnerait si un élément historique était modifié. Et ça, c'est hyper intéressant pour questionner nos sociétés actuelles, puisqu'on a tendance à oublier que on est dans une construction historique et que l'histoire est aussi pas, comment dire, n'est pas une ligne, c'est malheureusement souvent un cercle et on a tendance à revenir vers des choses malheureusement qui ont pu par le passé avoir des conséquences graves. Donc ça, je trouve que l'Uchronie, ça permet aussi de se questionner sur ça et c'est assez intéressant et de manière générale dans l'imaginaire, dans la littérature de l'imaginaire, il y a beaucoup de politique et de questionnement sur notre propre monde en le quittant justement. C'est vrai que... Ouais, pardon, vas-y. Vas-y. J'allais juste dire que c'est vrai que l'Uchronie, c'est un peu le genre qui paraît le plus évident quand on parle de questionner la société. Et comme tu en parles, Betty, est-ce que toi, ça t'intéresserait d'en écrire? Est-ce que ça t'est déjà venu à l'esprit?
Je trouve ça hyper intéressant, mais ça demande des recherches assez conséquentes. Alors, je trouve ça, j'admire ceux qui le font, mais j'avoue, pour l'instant, j'ai pas eu de déclic de j'aimerais écrire sur ça en imaginant que tel événement n'a pas eu lieu ou a eu lieu différemment. J'ai pas le bagage. Enfin voilà, je pense que c'est souvent des auteurs qui sont historiens qui peuvent se le permettre, ou en tout cas qui ont des énormes recherches historiques derrière eux. Donc peut-être un jour, mais pas tout de suite. Vous parliez du coup là, des genres et des thématiques. On parlait liées au lectorat young adulte. Il y a une question qui a été posée. Est-ce que vous pensez que la littérature de l'imaginaire doit être plus étudiée à l'école? Est-ce que ça vous semble pertinent justement sur le fait que du coup, le fait de faire un pas de côté tout en parlant et en évoquant des choses qui peuvent être actuelles et du coup, ça permet, la littérature et l'imaginaire peut permettre de réfléchir sur notre vie d'aujourd'hui. Est-ce que du coup, si c'était plus étudié à l'école, est-ce que ça serait pertinent, intéressant? Bah oui. Gilles, Oui, ouais. il faudrait déjà que ce soit étudié tout court, parce que malheureusement, on se rend bien compte qu'il y a très peu d'imaginaire dans les programmes, et notre genre, enfin, il y en a, mais un peu déguisé, souvent venant de maisons d'édition généralistes qui ne vont pas forcément le mettre en avant, ou alors des classiques qui sont, qui sont un peu imaginaires, mais qui sont un peu passés. Mais qui sont devenus des classiques et que du coup on voit comme de la littérature générale. Donc il y a un peu cette question-là. Mais oui, ce serait plus intéressant. Et moi, je pense que il y a pas mal de choses aussi plus contemporaines qui pourraient sûrement plus toucher les jeunes que des classiques, justement, qui leur paraissent peut-être déconnectés, que ce soit dans le style comme dans le propos, en fait. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire en fait. Je pense qu'il y en a, parce que j'ai pas mal d'amis profs autour de moi, de français en plus. Ils sont fous ces gens, mais j'en vois en fait, mais je pense que Betty, elle a tout à fait raison. En fait, le problème, c'est pas qu'il y en a pas, c'est que c'est plus adapté peut-être à la jeunesse d'aujourd'hui, et que alors, peut-être que tu vois, alors là, c'est hyper bien et il y a plein de choses comme ça qui sont super chouettes, hein. Moi, j'adore Maupassant, il y a pas de problème, mais je pense que les jeunes, c'est pas ça qu'ils ont envie de lire, parce qu'ils sont connectés beaucoup plus que nous. Ils sont abreuvés de séries, de SF, de fantasy tout le temps, et du coup, forcément, ils vont pas se reconnaître dans ces lectures-là qui, certes, sont des classiques, mais sont pas leurs classiques à eux. Et moi, je me rappelle que quand j'étais en 5e, ma prof de français, elle avait fait scandale parce qu'elle nous avait fait faire des dictées sur Harry Potter. Mais nous, on était trop contents. Mais genre, elle s'est pris genre un soufflet monumental de la direction, parce que genre, mais enfin, c'est pas au programme, quoi. En fait, c'était juste une dictée, enfin, c'était pas important, quoi. Mais du coup, je vois quand même que enfin, autour de moi, il y a quand même pas mal de profs de français. Et de plus en plus, je les vois se battre pour mettre des auteurs vivants au programme, pour faire des périodes d'études sur des textes d'auteurs de SF ou de fantasy vivants et tout. Et je trouve que, en fait, c'est comme j'ai toujours, mais en fait, c'est horrible, hein, mais les vieux, ils vont mourir un jour. Et c'est nous qui vont rester, et c'est notre génération qui va changer ça. Et nous, on a été biberonnés à la SF, à la fantasy, donc forcément, ça va se répercuter dans les générations de profs qui arrivent et qui vont aussi enseigner ça parce que c'est leur culture, parce que c'est intéressant et parce qu'il y a des choses à dire. Et oui, il y aura d'autres 1984, il n'y aura pas que Orwell, il y en aura d'autres. Et ça va se faire, c'est juste que ça prend du temps, mais c'est en train de se faire. Aurélie, tu veux rajouter quelque chose ou, Non, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis d'une génération où effectivement, il n'y avait pas du tout ça à l'école. Je pense que c'est en train de changer. Et moi, la lecture qui a changé ma vie en 5e, c'est Stephen King, hein, qu'on se faisait passer un peu sous le manteau entre copines. Et donc, on l'avait fait lire à notre prof de français. C'était un peu comment dire, je trouve pas le mot, mais voilà, c'était le petit frisson à côté, quoi. C'était pas les classiques, mais nous, ça nous passionnait, quoi. Donc voilà, je souhaite que pour les futures générations et les générations actuelles, ils puissent aussi vivre ce genre de lecture. C'est vrai que nous, on est aussi. Alors, c'était pas Stephen King, c'était la génération Harry Potter. Et c'est ce qui nous a fait vraiment lire. Et ça nous a suivis toutes les années du collège. Et du coup, je pense que. Est-ce que finalement, le fait d'être dans un autre monde, que ce soit par la magie, que ce soit par autre chose, par le fait qu'on est dans un autre monde et que du coup, on sort un peu de notre réalité, est-ce que c'est ça qui permet de faire lire les enfants? Enfin,
Quelle est, selon vous, la place de cette littérature de l'imaginaire dans la littérature jeunesse? Est-ce qu'elle est assez bien représentée ou il en faudrait plus? Est-ce que... Ouais. Ouais. Alors, je pense qu'on en revient à ce qu'on disait au début, cette espèce de besoin d'évasion qui est très présent dans l'enfance et l'adolescence. Et on s'en rend compte quand, en tant qu'auteur, quand on fait notamment des interventions scolaires. Moi, je fais beaucoup d'ateliers je trouve que les enfants, ils sont passionnants parce que ils ont vraiment une créativité sans limite. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à brider quand on passe à l'âge adulte, notamment quand on fait des études. Voilà, tout doit être très carré, on n'a pas trop la place pour ça. Moi, je sais d'ailleurs que j'écrivais beaucoup quand j'étais gamine et quand j'étais ado, et j'ai vraiment arrêté à partir du lycée et jusqu'à la fin de mes études, et j'ai repris après, en fait. Et je trouve que c'est assez symptomatique de ce qu'on essaie de nous apprendre, de voilà, brider l'esprit, la créativité, pour être dans quelque chose d'assez normé. Et je pense qu'il y a vraiment un désir pour les gamins et les ados voilà, de s'évader et de découvrir de nouvelles choses. Et on le voit, les enfants qui adorent lire, ils adorent souvent lire de l'imaginaire. Il y en a énormément en littérature jeunesse. Mais le problème, c'est que la littérature jeunesse n'est pas toujours bien vue. Enfin, les littératures de l'imaginaire sont souvent mal vues, les littératures de genre. La littérature jeunesse aussi, c'est pas assez bien d'écrire pour les enfants. Alors, quand on fait de la littérature jeunesse, d'imaginaire, c'est encore pire. Mais c'est dommage parce qu'il y a des textes vraiment magnifiques à découvrir et effectivement avec des prises de conscience sur l'écologie notamment, sur plein de choses qui sont assez dingues aujourd'hui. Moi, je pense à Sirius de Stéphane Servan, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, mais je me suis pris une claque mais monumentale de la beauté de ce texte et de tout ce qu'il y avait derrière, en fait, de tout ce que ça impliquait. Et je me suis dit, mais j'aurais tellement aimé le lire à 12-13 ans, quoi. C'est hyper important, en fait. Et je pense aussi au livre d'Aurélie, même si j'avoue, j'aurais pas trop aimé les lire à 12-13 ans, tes livres. Je préfère les lire maintenant. Mais voilà, il y a plein de choses hyper fortes et qui mériteraient d'être plus étudiées, effectivement, et qui sont, je pense, plus dans l'air du temps, quoi, pour les enfants. Je suis d'accord avec toi parce que j'ai vraiment ressenti aussi cette espèce de shift et je pourrais pas dire à quel âge ça arrive où en fait on te fait comprendre, où tu comprends tout seul que tu n'as plus le droit en fait, vraiment. Qu'il faut que tu bascules dans un truc d'adulte, quoi. Il faut grandir. Et je sais pas trop quand ça se fait ça, mais je pense que. Alors il y a beaucoup de choses à reprocher à Harry Potter, mais en fait, cette série, elle a quand même changé la donne pour moi parce que c'était la première fois où un livre nous a suivis. Enfin, moi, j'avais 10 ans quand c'est sorti. Vraiment, en fait, ça m'a suivi jusqu'à la fin de mon lycée, donc j'avais le droit de continuer à lire parce que la série continuait. Et vraiment, je pense que ce bouquin-là, cette série, elle a accompagné une génération pendant justement toutes ces années où normalement il y a ce shift-là. On avait toujours Harry Potter et on continuait de lire et on arrivait à la fin du lycée, on avait le dernier tome et du coup, ça nous a vraiment accompagnés. Et comme ça marchait bien, et ben, il y a peut-être un peu moins eu ce truc de dire bon, mais en fait, c'est pour les enfants parce que ça évoluait avec nous aussi en termes de narration, c'était de plus en plus adulte et tout ça. Et du coup, je pense que ça a peut-être été une espèce de brèche dans ce truc-là de dire attends, en fait, c'est possible. Enfin voilà, ça évolue avec les jeunes. Parce que quand tu relis le premier, il est quand même très enfant, quoi. Et quand tu lis le dernier, tu te dis wow, attends, c'est hyper sombre cette histoire. Et du coup, je pense que ça a créé un précédent sur ce truc-là et ça nous a peut-être donné un peu cette espèce de permission de dire mais en fait, on a le droit, c'est possible, on peut lire. Et nous, on a grandi comme ça. Mais c'est vrai que moi, beaucoup de mes plus belles lectures sont des lectures que j'ai faites quand j'étais ado, dont je me souviens encore, notamment des Stephen King qui m'ont traumatisée ou des livres pour enfants qui étaient, genre, je pense à Pierre Bottero, moi, qui a changé ma vie. Enfin, je pense que si je veux écrire, c'est probablement 50% à cause de Pierre Bottero. Et j'aurais pas lu ces livres-là, ma vie, elle aurait été complètement différente. Et pourtant, il aborde aussi plein de thèmes sur le deuil, sur la famille, sur les relations entre les personnages. Et ça, c'est vrai que ça mériterait d'être plus mis en avant, je pense, à l'école ou même de manière générale auprès des enfants, quoi.
Alors, il y a une question qui va en lien avec ce dont on parle, et notamment sur les thématiques. Il y a pas mal de thématiques et de sujets que vous apportez. Ça peut être la politique, ça peut être l'écologie, ça peut être, comme tu disais, le deuil. Il y a plein de choses que, grâce à la littérature de l'imaginaire, on peut aborder de façon un peu différente. La question, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui souffrent d'éco-anxiété, on est inquiet pour l'avenir. Ça rebondit sur du coup la thématique de l'écologie, sur voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui et on ne sait pas trop où on va. Est-ce que la littérature de l'imaginaire peut apporter justement de l'apaisement en imaginant des mondes qui peuvent du coup être positifs, avec un avenir qui peut être positif, avec une solution? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça commence à arriver? Est-ce que... Alors, c'est une question très intéressante. Je pense qu'on se la pose tous actuellement aussi en tant qu'auteur et qu'autrice. Moi, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup, notamment parce que j'ai écrit du post-apo, donc des futurs détruits. En ruine, voilà, comment on construit là-dessus. Donc, est-ce que maintenant qu'on est quand même bien sensibilisé, mais quand même, on voit aussi qu'il y a quand même encore des gens qui contestent le dérèglement climatique, mais disons que voilà, c'est quand même quelque chose de plus connu maintenant. Est-ce qu'on doit continuer à véhiculer des imaginaires très sombres de post-apocalypse, ou est-ce qu'il faudrait aller plutôt maintenant sur la construction d'utopie, de solarpunk, comme citait la personne qui a posé la question, Marguerite, je crois. Donc c'est très intéressant. Moi, j'aime bien la vision de Catherine Dufour, qui explique que on a, si on a un imaginaire plein d'accidents de voitures, on va aller vers des prophéties autoréalisatrices. Et elle dit qu'on doit aussi désincarcérer le futur et proposer des textes plus optimistes. C'est une demande, je pense, assez actuelle du public, qui rejoint un peu celle de la littérature feel good, cette demande pour la littérature feel good qu'on va retrouver aussi dans notre secteur, mais alors proposez-nous des utopies. C'est un peu plus compliqué que ça, dans la mesure où on doit aussi faire des récits avec du conflit, parce que c'est ça qui va faire tourner les pages, c'est le suspense, c'est mettre des personnages en difficulté, c'est leur poser des questions de vie ou de mort, c'est aussi là ce qui fait les enjeux narratifs. On remarque aussi une certaine conformité dans les propositions de futurs imaginaires, c'est-à-dire soit on irait vers des environnements à la Mad Max, avec des clans, on met en esclavage les humains, on les mange, enfin vraiment des futurs d'apocalypse, soit des futurs qui mettraient en scène des petites communautés qui vont faire leur propre potager, etc. Donc, ce serait bien que aussi on sorte un peu de ces imaginaires tout tracés et qu'on propose quelque chose d'autres voies. Moi, j'aime bien passer par des propositions qui sont étranges, qui interpellent, qui vont vers des univers très oniriques, en fait, pour amener à y réfléchir. Donc voilà, de sortir un peu des images consensuelles finalement qu'on peut avoir entre Mad Max ou les cabanes. Oui, c'est aussi ce que je voulais dire, c'est qu'on a cette demande de feel good en imaginaire, d'utopie et tout ça, rejoint aussi une demande de mode d'emploi, c'est-à-dire, mais en fait, vous, les écrivains de SF, proposez-nous quelque chose, proposez-nous un futur. Et ça, en fait, nous, on n'a pas de mode d'emploi, évidemment, en tant qu'auteur d'imaginaire. Ce qu'on va proposer, c'est des histoires de personnages. C'est ce qu'on disait au début de notre intervention, c'est de mettre des personnages en action. Et moi, je crois que pour réduire l'éco-anxiété, l'action, ça marche. C'est-à-dire de vous mettre en mouvement et de vous engager. Un jeune auquel on va proposer de s'engager pour l'environnement et de faire même des petites actions,
ça peut fonctionner, ça peut réduire les anxiétés parce qu'on a l'impression, nous, à titre personnel, de se mettre en mouvement. Donc nous, ce qu'on propose aussi dans les romans, c'est des personnages qui se mettent en mouvement, c'est des personnages qui s'engagent. C'est un peu des modèles qui peuvent être des modèles identificatoires. Bon, c'est un grand mot, hein, l'identification au personnage, mais voilà un peu ma position sur le sujet. Mais c'est une question difficile, c'est une question importante, et je crois que c'est quelque chose qui nous interroge beaucoup à l'heure actuelle, nous aussi, les auteurs. Je vais encore rebondir sur ce que tu dis parce que du coup, je suis pas d'accord. Mais moi, je défendrais le post-apo jusqu'à la mort parce que c'est vers ça qu'on va. Mais en fait, je pense que souvent le post-apo a une mauvaise aura et une mauvaise réputation de genre de la destruction, de trucs hyper déprimants et tout. Mais pour moi, si on y réfléchit vraiment bien, le post-apo, c'est que des histoires de gens qui survivent et qui essaient de reconstruire des choses. Et c'est que des histoires de personnes qui veulent continuer à vivre, tu vois, et qui vont essayer de trouver un petit peu de trucs beaux dans tout le merdier qu'on leur a laissé. Je pense qu'en fait, enfin voilà, on a toujours cet œil noir du post-apo, mais en fait, c'est que des histoires de reconstruction et de vie. Et je pense qu'il y a quand même des choses à apprendre de ça. Alors certes, c'est pas toujours drôle, et souvent c'est même un peu déprimant, mais en même temps, la vie elle est pas toujours rose non plus. Et je pense qu'il faut pas en fait, oui, il y a eu un peu trop de ça, de trucs catastrophes et tout ça. Il faut pas renier qu'il y a quand même des choses intéressantes et des modèles intéressants là-dedans. Tu te disais souvent, on va vers des petites communautés et tout. Mais je pense que notre société actuelle, hyper globalisée, nous a montré quand même que ça marchait pas trop bien et que peut-être que, bah, justement, imaginer ça, c'est parce que c'est ce qui nous semble, bah, sans être le plus complètement à l'opposé, ce qui pourrait probablement le plus marcher. Mais effectivement, on n'a pas de mode d'emploi non plus, c'est clair. Et on ne fait qu'expérimenter, des choses et j'espère que, comme tu dis, les gens, vont voir qu'il y a plein de choses à faire et que comme, dit, Gandalf, c'est parfois la petite chute des petites pierres qui déclenche, l'avalanche, tu vois? Et des fois, il suffit si on s'y mettait tous à faire des petites actions ou à faire en sorte que nos politiques, parce que comme disait Betty, tout est politique, se sortent un peu, hein, voilà, pour faire des choses un peu mieux, peut-être qu'on y arriverait et j'espère qu'on va y arriver. Juste pour préciser un peu ma pensée, je suis tout à fait, d'accord avec toi, et quand tu disais des personnages qui cherchent du beau, des personnages qui cherchent à reconstruire, des personnages qui cherchent à s'entraider. C'est-à-dire parce que moi j'ai fait, hein, des personnages qui sombrent, qui coulent, qui étaient amis autrefois et qui deviennent ennemis, et là je suis plutôt dans un fonctionnement inverse, c'est-à-dire des personnages qui se rejoignent, qui s'allient et qui vont, fonctionner ensemble, et voilà, même si on est dans du post-apo, même si on est dans un futur détruit, effectivement, de montrer des futurs solidaires et de mettre un peu de lumière dans les ombres. Ouais, je pense que ce qui est important, c'est la balance entre désespoir de la situation présentée et optimisme qu'on y met, notamment quand on parle aux jeunes, OK, c'est pourri, mais on vous a mis des graines et des clés de compréhension de ce qu'il faudrait faire. Il y a beaucoup de dystopies qui parlent de révolution, qui parlent de se sortir justement d'un carcan qui est politiquement hyper dur, voilà, et se dire que on peut se rassembler et trouver des solutions ensemble. Et ça, je pense que, enfin, je me dis que cette génération qui arrive est assez consciente de ça, et on a beaucoup critiqué les réseaux sociaux. C'est aussi un vecteur assez intéressant en termes de solidarité et d'entraide. Mais oui, voilà, c'est la balance entre le désespoir et l'optimisme, et que l'optimisme puisse quand même gagner à la fin, j'ai envie de dire, pour garder une lueur d'espoir pour la suite. C'est ça qui va être important dans la façon dont on écrit, et il faut qu'on garde en tête en tant qu'auteur, je pense. Du coup, on va terminer sur cette note donc sur l'espoir. En gros, viser de l'imaginaire pour avoir de l'espoir. En tous les cas, merci à tous de nous avoir écoutés. C'est vrai qu'on aurait pu encore continuer 1 heure de plus. Ce sujet sur l'avenir était hyper intéressant. Je pense qu'on pourra refaire. Merci Floriane, merci Aurélie et merci Betty. Et merci Floriane d'avoir co-animé avec moi. Merci à toi. Merci. Les 3 autrices seront en dédicace sur notre stand au salon la semaine prochaine. Donc, c'est le stand D5, le stand des éditions Scrinéo, si vous avez des questions à poser. Et on répondra aussi par mail à toutes vos questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Un grand merci à tout le monde et une bonne journée.